Euh, je présente rapidement David Simonin, qui est agrégé de philosophie euh, en 2014, docteur en philosophie en 2019. Ta thèse de doctorat a donné lieu à une première parution, Le sentiment de puissance dans la philosophie de Nietzsche, paru au Classique Garnier en 2022. Tu as été, entre autres choses, l'organisateur du séminaire Nietzsche de l'ENS entre 2018 et 2020, et je crois depuis 2023. Tu as de nombreuses activités de recherche. La première est ton rattachement à l'Institut des textes et manuscrits modernes, donc l'ITEM dont on parlait tout à l'heure pour Yannick, l'Institut de l'ENS. Et donc tu cherches toi aussi à replacer en quelque sorte la philosophie de Nietzsche dans son contexte intellectuel et dans des textes qui l'ont nourri. Et tes recherches portent aussi sur le caractère fabulateur de l'être humain, en ce qu'il est en quelque sorte le produit des représentations peut-être illusoires, mais dont la croyance produit une certaine réalité. Donc un thème fondamentalement nietzschéen. Enfin. Euh, et à ce titre, tu as publié l'année dernière Aurore de Nietzsche, la performativité pardon, de l'illusion chez De Gruyter. Une lecture de l'aurore de Nietzsche. Et tu organises aussi, enfin, tu animes aussi un projet de recherche et un séminaire à l'ENS qui s'appelle l'Homo Fabulator, et qui propose une nouvelle anthropologie philosophique depuis ce concept de l'illusion et la performativité en quelque sorte de ces illusions. Et donc ta présentation s'inscrit dans ce thème, puisque tu viens nous parler des illusions de la modernité, donc les illusions en quelque sorte constitutives de la modernité et l'idée de modernité elle-même comme une illusion, en quelque sorte. Je te laisse la parole. Je déclenche. Oui, merci beaucoup Nathan pour ces mots de présentation et merci à tous les deux, Yannick Souladier et Nathan Pigné-Golfier, pour l'invitation. Je suis vraiment très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, il nous faut briser l'aiguillon de l'illusion immémoriale, écrit Nietzsche dans un manuscrit de l'automne 1880, alors qu'il travaille déjà depuis plusieurs mois à ce qui deviendra Aurore, pensée sur les préjugés moraux, publié à l'été 1881. Et je vais me concentrer sur cette œuvre aujourd'hui. C'est donc du rapport entre modernité et illusion chez Nietzsche à l'époque d'Aurore que je voudrais vous parler. Un rapport ambivalent qui, tour à tour, constate les progrès indéniables de la modernité par rapport à un obscurantisme passé, à grand renfort de cuisantes désillusions parfois, mais qui note également la persistance d'illusions diverses, donc l'illusion immémoriale, dans cette citation dont je suis parti, mais aussi les transformations des illusions ou encore l'apparition de nouvelles illusions qui ne font que supplanter les anciennes. Ambivalence donc qui s'atteste aussi dans l'injonction au présent, dans cette citation toujours, il nous faut briser l'aiguillon de l'illusion immémoriale, celle d'une tâche donc que Nietzsche endosse en médecin de la culture moderne, malade de ses illusions et de ses préjugés. Tâche qui est celle d'une entreprise philosophique tournée vers l'avenir, mais qui reste en très grande partie à faire, et au cours de laquelle notre philosophe semble parfois s'apercevoir que l'on peut bien éliminer telle ou telle illusion, mais pas forcément l'illusion en tant que telle. La modernité est-elle alors autre chose que le produit d'illusions millénaires, d'autant plus difficile à déceler que le poids de l'âge et de l'habitude en dissimule précisément le caractère illusoire? N'est-elle pas, au contraire, l'aboutissement paroxystique d'illusions ataviques, une somme d'illusions récentes qui prétendent en surmonter d'autres, anciennes, sans même forcément apercevoir la continuité qui les unit? N'est-elle pas au fond elle-même l'illusion suprême, lorsqu'elle se tient pour l'âge du désenchantement, lorsqu'elle se croit à tort désillusionnée une fois pour toutes? Et nous autres modernes, sommes-nous autre chose que ces demi-habiles, moqués par Pascal, dont Nietzsche lut ou relut les pensées, à l'époque où il travaillait sur Aurore précisément? Donc réfléchir à Nietzsche, critique de la modernité, sous l'angle de la critique des préjugés qu'il met en place avec Aurore, et du même coup sous l'angle de l'illusion, cela implique ainsi à la fois de traiter des illusions de la modernité et de la modernité comme illusion, comme le disait Nathan, ce qui bien entendu ébranle l'idée et la possibilité même de quelque chose comme la modernité. Alors, pour parvenir à mettre en place cet ensemble de réflexions, j'aimerais tout d'abord vous parler dans les deux premières parties de mon propos des mécanismes ataviques de l'illusion tout d'abord, puis des illusions modernes et de la modernité comme illusion, c'est-à-dire dans ces deux parties, donc de la modernité dans son double rapport, d'une part de continuité inavouée et d'autre part de rupture prétendue au passé et aux illusions du passé. Et c'est sur cette base que j'essaierai enfin dans une troisième partie de situer la spécificité et la modernité de l'entreprise philosophique nietzschéenne de désillusion.
Donc, première partie, les illusions, ouais, c'est pas grave. Les illusions maintenues. Dès l'ouverture d'Aurore, c'est sous l'angle de l'historicité que Nietzsche affronte la logique des préjugés et des illusions, leur persistance et les perspectives émancipatrices éventuelles. Il déclare d'abord que, je cite, toutes les choses qui durent longtemps s'imbibent progressivement si bien de raison qu'il devient incroyable qu'elles aient pu tirer leur origine de la déraison. Premier paragraphe d'Aurore. Il met l'accent sur la processualité, qui donne progressivement à l'irrationnel les atours de la rationalité, avant de mettre en garde contre un préjugé des savants, c'est le paragraphe 2 cette fois-ci, un préjugé des savants consistant, je cite, à croire qu'aujourd'hui nous sachions mieux qu'à aucune autre époque, en l'occurrence ce qui est bon ou mauvais. Et dans le paragraphe suivant encore, intitulé Tout fait son temps, c'est en se projetant cette fois vers l'avenir qu'il entend surmonter les croyances des savants et des philosophes en matière de morale, qu'il met sur un pied d'égalité avec les superstitions de la mentalité dite primitive. Je le cite, un jour, cela n'aura ni plus ni moins de valeur que n'en possède aujourd'hui la croyance à la virilité ou à la féminité du soleil. Paragraphe 3. Donc en trois paragraphes, nous avons déjà ainsi de nombreux éléments décisifs, tant pour la suite de tout l'ouvrage, Aurore, que pour notre réflexion d'aujourd'hui sur l'illusion et la modernité. Premièrement, on a un regard rétrospectif des modernes sur des illusions obsolètes, telles que celles ayant trait au sexe des astres. Deuxièmement, nous avons également l'indication que les représentations et valeurs morales en vigueur de nos jours sont de même nature. Ce sont des illusions modernes, ou du moins qui persistent encore de nos jours, et qui peuvent néanmoins être mises sur un pied d'égalité avec des illusions caractéristiques d'une mentalité plus ancienne. Seul l'objet de l'illusion a changé. C'est là un élément, je fais ici une parenthèse sur ce deuxième point, c'est un élément que Nietzsche décline abondamment, notamment dans les notes posthumes préparatoires à Aurore déjà, ainsi lorsqu'il s'en prend à l'illusion si tenace de la volonté libre, dont on connaît le rôle pour penser et critiquer la responsabilité morale et politique, mais qui ne tient selon lui qu'à une observation très superficielle des mécanismes réellement en jeu, dont nous n'avons pas conscience et sur lesquels nous projetons des interprétations tout aussi aberrantes que certaines superstitions dépassées, là aussi. Je le cite, ce sont dans des notes posthumes. Dès que nous avons renoncé à la foi du sauvage qui voit dans le miracle la règle de la nature, cette même foi s'est reportée sur nos processus physiologiques. Autre citation. Autrefois, les hommes médecines promettaient pareillement des événements naturels sous la forme je veux que le soleil brille, qu'il pleuve. Et un jour, on comprendra enfin qu'en ce qui nous concerne, le vouloir est également un préjugé. Donc la même logique d'écrasement du présent sur le passé est à l'œuvre dans ces deux citations. Nous passons seulement d'une illusion à une autre, mais nous ne sommes pas foncièrement différents. Nous, modernes, qui nous targuons d'avoir dépassé le stade de cette mentalité soi-disant primitive, des sauvages, des chamans, des prophètes, des magiciens, dit-il encore, dans d'autres notes qui prolongent la même réflexion à la même époque. Nous ne faisons que nous prêter, dit-il, une liberté mensongère qui est, dit-il encore, le summum du mensonge, dans une note légèrement postérieure, 1880 toujours. C'est donc une leçon d'humilité que Nietzsche adresse à l'esprit moderne lorsqu'il se croit supérieur. Ainsi, dans le paragraphe 124 d'Aurore, qui reprend ces différentes réflexions, je le cite, nous rions de celui qui sort de sa chambre au moment où le soleil sort de la sienne et qui dit ⁇ Je veux que le soleil se lève ⁇ Mais, malgré tous nos rires, ne nous conduisons-nous pas ainsi chaque fois que nous employons l'expression ⁇ Je veux ⁇ Je reviens maintenant à nos trois paragraphes initiaux, les paragraphes 1, 2, 3 d'Aurore, dont j'étais parti, et aux éléments dont ils sont déjà riches. Troisième point, troisième aspect, derrière telle ou telle illusion, comme dans les textes précédents, celle de la volonté libre par exemple, mais d'autres exemples pourraient être convoqués, ce qui est en jeu, c'est plus fondamentalement encore l'illusion dans laquelle ces mêmes modernes se trouvent précisément lorsqu'ils se glorifient d'avoir atteint un stade intellectuel prétendument supérieur. Ayant dépassé telle ou telle croyance superstitieuse, ils se croient à l'abri de toute illusion, ce qui constitue sans doute une illusion d'un degré supérieur, d'autant plus pernicieuse, euh, du moins un piège qui interdit désormais de dépasser l'illusion, puisque si l'on croit déjà savoir, alors on ne cherche plus. Telle serait peut-être ici l'une des spécificités de l'illusion des modernes et de la modernité, dont l'illusion principale consisterait précisément à croire que nous en avons fini avec toutes les illusions. Quatrièmement, nous avons dès le premier paragraphe d'Aurore quelques éléments de compréhension du mécanisme de l'illusion. Le temps long, qui finit par transformer en vérité les illusions dont nous avons oublié qu'elles étaient des illusions, pour reprendre la formule de vérité et mensonge au sens extramoral. On imagine ici aussi le rôle que peuvent jouer l'habitude,
la sanctification d'un lointain passé désormais hors de toute remise en question, ou encore l'oubli. Autant de thématiques qui seront présentes dans la suite de l'ouvrage. Mais dès l'abord, nous tenons en tout cas quelque chose qui relève du paradoxe, c'est que les illusions, loin d'être simplement un état primitif de la pensée que l'on pourrait dépasser, ainsi qu'on pourrait le croire, tendraient en fait à s'affermir toujours plus au fil du temps, du moins celles d'entre elles qui persistent. Il y a en effet sans doute quelque chose comme un darwinisme des illusions qui fait qu'un grand nombre périssent, mais que celles qui perdurent ont de ce fait même la vie dure. Or, c'est là un autre élément qui permet de penser la spécificité de la modernité à l'égard de l'illusion. Quoiqu'un grand nombre d'illusions aient été au fil du temps rectifiées, éliminées, nous serions plus que jamais prisonniers de celles auxquelles nous nous sommes habitués à un point tel que nous sommes aujourd'hui incapables de toute remise en question. Cinquième point, enfin, cinquième élément à retirer de cette lecture des premiers paragraphes d'Aurore, ce serait précisément là ce qui fait toute l'urgence, le caractère dramatique de l'appel nietzschéen à l'émancipation des illusions. Tour à tour confiant dans le fait que cela adviendra, un jour cela n'aura pas plus de valeur, dit-il au paragraphe 3, ou bien parfois aussi plus programmatique, plus volontariste. Nous devons débarrasser le monde de ces innombrables fausses grandeurs, dès le paragraphe suivant, paragraphe 4. Ou encore cette injonction dont j'étais parti, il nous faut briser l'illusion. Comme si Nietzsche, au fond, était bien conscient que dans la lutte de la modernité contre les illusions, tout reste à faire et rien ne va de soi. Je ne poursuis pas l'analyse de la suite de ces premiers paragraphes que j'ai faite par ailleurs, et pour ce qui concerne en particulier la série des premiers paragraphes d'Aurore, que Scarlett Martin a fait également dans son article Il y a tant d'aurore, Nietzsche et le projet de renversement des valeurs, dans lequel elle souligne également, je la cite, la nécessité d'avoir recours à l'histoire pour démasquer les illusions, comprendre ici celles qui perdurent encore, les plus tenaces. De fait, la compréhension des illusions et des désillusions passées constitue sans aucun doute un outil redoutable pour mettre à l'épreuve notre présent, ce de deux manières. Tout d'abord en permettant d'exhiber les mécanismes qui président à leur adoption, à leur diffusion ou à leur déclin aussi parfois. Et puis ensuite en faisant ressortir certaines composantes qui sont parvenues à subsister tout en se transformant ou en changeant d'objet. Je reprends ces deux points l'un après l'autre. À cet égard, pour le premier point, l'ouvrage consacré à l'histoire des Lumières et de leur lutte contre l'obscurantisme par l'historien William Edward Hartpole Lecky, très annoté par Nietzsche, cet ouvrage constitue très certainement une source de première importance pour cette réflexion. En effet, l'auteur y décrit sa tâche comme celle de l'historien des opinions, Geschichtsschreibers der Meinungen, des opinions, par opposition au théologien, en précisant que là où le théologien s'attache à la vérité ou à la fausseté des doctrines, vérité ou fausseté supposée du moins, l'historien, lui, cherche, je cite, les causes de l'origine et du déclin de ces doctrines. Et Nietzsche a tracé un trait en marge de ce passage. Méthode que Nietzsche, de fait, semble faire sienne au paragraphe 95 d'Aurore lorsqu'il écrit, je le cite, autrefois on cherchait à prouver qu'il n'y avait pas de Dieu, donc là on est dans la vérité ou la fausseté des doctrines. Aujourd'hui on montre comment la croyance en un Dieu a pu naître. Et là il se fait historien des opinions. Ce sont donc bien les mécanismes d'une croyance que Nietzsche tient pour illusoires qui sont ici l'objet principal de l'analyse de l'historien des opinions ou de l'historien des illusions que sont respectivement Lecky et Nietzsche. Quant au deuxième point, de même, Nietzsche a tracé un trait en marge d'un autre passage où Lecky, toujours, remarque que, je le cite, parfois aussi, nous trouvons les expressions, les coutumes, les rituels, l'aspect extérieur d'un stade de croyance disparu depuis longtemps, associé à un système issu des besoins de la civilisation moderne et imprégné de sa vie. Fin de citation. Nietzsche a également tracé un trait en marge de ce passage, euh, dans lequel on voit justement comment des composantes de croyances par ailleurs obsolètes se maintiennent sous d'autres formes ailleurs. Et il songea probablement à ce passage au gré de ses très nombreuses réflexions continuistes au sujet de l'illusion, en particulier dans le troisième livre d'Aurore, qui est spécifiquement consacré aux préjugés de la société moderne, et peut-être même jusque dans le paragraphe 13 du deuxième traité de la généalogie de la morale, lorsqu'il distingue l'esprit fluide de l'usage durable des pratiques, en l'occurrence du châtiment, à partir de ce qu'il nomme la méthode historique, c'est-à-dire la généalogie, et il y a ici, à mon sens, un écho du travail d'historien de Lecky, derrière cette méthode historique. Je referme cette parenthèse qui, si elle permet d'entrevoir le passé riche et stratifié dont la modernité peut être porteuse, nous éloigne cependant à la fois d'Aurore et de la question des illusions. Je voudrais plutôt poursuivre avec quelques considérations sur l'analyse nietzschéenne des mécanismes de fixation de l'illusion, pour paraphraser, sinon le propos et l'esprit, du moins le titre de la conférence de Peirce sur la fixation de la croyance,
J'entends ici la manière dont des représentations ou croyances illusoires sont entérinées, fixées, figées, au fil du temps, au point de passer pour des vérités évidentes et indiscutables. J'ai déjà mentionné quelques éléments d'un tel mécanisme, il y en aurait beaucoup. Je me concentrerai là sur un seul, la transmission héréditaire de l'illusion, avec des réflexions qui articulent la sphère intellectuelle et celle du sentiment pour montrer que nos représentations actuelles, à la fois proviennent d'un lointain passé, et en même temps sont teintées d'une coloration affective et sentimentale, l'un et l'autre jouant à notre insu un rôle décisif. Ici aussi, je le ferai en me concentrant sur une petite chaîne d'aphorismes, comme on dit parfois, les paragraphes 33 à 35 du premier livre d'Aurore. Le paragraphe 33 évoque tout d'abord quelques sources de, je cite, la malformation héréditaire de l'intellect humain, dont l'interprétation morale de phénomènes naturels ou la mécompréhension causale font partie. Après des réflexions qui semblent concerner au premier chef les origines primitives de l'esprit, Nietzsche étend le constat au prolongement actuel de ce phénomène une fois de plus. Je le cite, nous en voyons encore les conséquences, établissant ainsi une ligne de continuité de la superstition au façonnement d'un monde imaginaire qu'accompagnent des sentiments élevés. Par un tel sentimentalisme, ce sont bien les différentes formes de l'idéalisme moderne qui sont ici visées, que celui-ci soit de nature religieuse, morale, politique, philosophique ou même scientifique, encore une fois. Et pour pouvoir prétendre y remédier un jour, Nietzsche suggère tout d'abord la méfiance, une sorte de suspension sceptique du jugement à l'égard de cette pente naturelle de l'esprit. Puis il annonce une thérapeutique sans vraiment donner énormément de détails, mais en la rejetant dans un lointain avenir, je cite ce paragraphe, provisoirement tous les sentiments élevés doivent être suspects à l'homme de science. Donc ça, c'est l'époquet, la suspension du jugement. Et puis, assurément, la purification des sentiments élevés sera l'une des plus progressives. Donc là, cette thérapeutique rejetée dans un lointain avenir. Le paragraphe 34, le suivant, se concentre sur la transmission des sentiments moraux à partir non plus de l'hérédité, mais d'un cas particulier ou d'un prolongement de celle-ci, l'éducation. Encore une fois. Enfant, dit le paragraphe, nous imitons spontanément les inclinations de nos parents, et lorsqu'elles sont pour ainsi dire passées dans notre sang, dans nos habitudes, alors nous cherchons à les légitimer. Le propos réactive ainsi cette rationalisation a posteriori sur laquelle s'ouvrait Aurore au paragraphe 1. Les choses d'abord irrationnelles sont ensuite rationalisées après coup. Nietzsche distingue en effet l'histoire des sentiments moraux, donc la sphère affective, de celle des concepts moraux, la sphère intellectuelle. La première étant fondamentale et intervenant avant l'action, tandis que la seconde n'opère qu'après l'action et vise à la justifier après coup, d'une manière que l'on suppose par conséquent toujours assez superficielle au regard de ce qui toujours déjà s'est joué dans le domaine du sentiment. Donc, la logique est celle-ci, nous sentons, en fonction de cela nous agissons, et après coup nous rationalisons, nous conceptualisons. Transposant ainsi sur l'éducation la réflexion héréditaire, ce paragraphe applique à la vie de l'individu ce qui vaut par ailleurs à l'échelle de l'espèce également. Et c'est bien la même logique qui est à l'œuvre, à savoir qu'à force d'habituation, sur un temps long, à certains modes de sentir, il nous devient impossible de les remettre en question. Le paragraphe 35, le suivant encore, revient alors à une perspective plus spécifiquement héréditaire et ajoute une strate supplémentaire à l'analyse en déclarant que les sentiments eux-mêmes dont nous héritons, qui étaient censés être fondamentaux, plus fondamentaux que nos concepts et nos représentations, ces sentiments résultent en fait déjà eux-mêmes de jugements fondamentaux, dont il ajoute qu'ils sont souvent erronés. C'est lui qui le dit. La boucle est ainsi bouclée dans l'articulation du jugement intellectuel et du sentiment qui conduit à transmettre des erreurs ou des illusions en se rendant impossible d'en interroger le bien fondé. C'est-à-dire qu'un jugement erroné est transmis sous forme de sentiment, lequel fait ultérieurement l'objet d'une rationalisation quelque peu artificielle ou superficielle, dont on peut supposer qu'elle sera à son tour transmise sous forme de sentiment qu'elle déclenche ou qui l'accompagne, etc. Par ce double processus, donc indissociablement sentimental et cognitif, mais toujours peu ou prou biaisé, s'entérinent des modes de pensée toujours plus solides au fil du temps, mais dont les fondations sont en réalité bien précaires. De même que s'atteste, je cite, cette malformation héréditaire de l'intellect humain dont il était question 2 paragraphes plus tôt. Au tout début du livre 2 d'Aurore, Nietzsche prendra soin de rappeler l'essentiel de cette ligne argumentative pour la réactiver, en écrivant au paragraphe 99 que nous continuons toujours à tirer les conséquences de jugements que nous tenons pour faux, de doctrines auxquelles nous ne croyons plus, par l'entremise de nos sentiments. Vous voyez, c'est vraiment exactement les mêmes enjeux argumentatifs.
Notons toutefois une conséquence supplémentaire dans ce texte. Même lorsque nous comprenons rationnellement la nature illusoire ou irrationnelle de telle ou telle pensée, même lorsque ça nous apparaît logiquement évident, nous sommes toujours prisonniers de la logique du sentiment, une logique du temps long. Nous demeurons déraisonnables presque malgré nous, dans nos chairs, dans nos tripes, viscéralement. C'est sans doute la raison pour laquelle Nietzsche indiquait que la purification des sentiments élevés sera nécessairement très progressive, au paragraphe 33. Comme bien souvent à cette époque, qui est celle du tournant physiologique de Nietzsche et des débuts de sa naturalisation de la morale, le penseur, c'est pas le seul, mais en tout cas, le penseur évolutionniste Herbert Spencer a sans doute joué ici un rôle décisif aussi. Dans son introduction à l'étude de la sociologie, c'est en effet sur une logique analogue à celle que nous venons de voir que Spencer cherche à fonder lui, la morale utilitariste, lorsqu'il note que des sensations agréables ou douloureuses chez les ancêtres en viennent progressivement à façonner par transmission héréditaire les inclinations et les rejets devenus innés dans les générations ultérieures. Avec là aussi un trait de Nietzsche en marge de ce passage qui retient manifestement la structure argumentative, même s'il ne voit sans doute pas, lui, de quoi fonder l'utilitarisme ici, si ce n'est comme une de ses illusions précisément. Quelques pages plus loin, Nietzsche trace encore deux traits en marge d'un autre passage dans lequel Spencer indique que les sentiments moraux finissent par être aussi évidents que les sensations fondamentales. Et de même encore, Nietzsche avait tracé un trait en marge d'un autre passage, soutenant que, je cite, la nature humaine est certes en grande partie modifiable, mais aucune modification de celle-ci ne peut être provoquée rapidement, rash. Et il a souligné rapidement. Ce que l'on peut une fois de plus rapprocher de cette purification progressive de l'humanité. Il serait en cela en accord avec l'évolutionniste Spencer. On peut changer l'homme, mais pas d'un revers de main. Pour toutes ces raisons, on comprend alors que le dépassement des illusions, loin d'être un acquis de la modernité au regard de la mentalité primitive de nos lointains ancêtres, s'impose encore à nous comme une tâche de longue haleine. Peut-être même à nous, modernes, plus qu'à quiconque, dans la mesure où nous sommes précisément le produit de ce plus lointain passé et des illusions qu'il nous a transmises, et qui se sont sédimentées en nous, fortes sinon de leur vérité, du moins de leur ancienneté et de la profondeur de leur incorporation. J'en viens à ma deuxième partie, les illusions modernes et la modernité comme illusion. La modernité n'échappe donc pas à l'illusion puisqu'elle en résulte, c'est ce que nous venons de voir. Cela ne signifie pourtant pas que les illusions n'aient aucune histoire, que nous n'en ayons pas dépassé un certain nombre, ni non plus que de nouvelles illusions ne soient pas apparues en cours de route, y compris récemment. C'est sur ces illusions propres à la modernité que se concentre en particulier le livre 3 d'Aurore, comme pour mimer par la progression de l'ouvrage, ou plutôt par sa non-progression, par sa stagnation, quelque chose comme l'éternelle répétition de l'illusion, sous différentes formes. Après que les préjugés essentiellement religieux du livre 1, loin d'être éradiqués, sont revenus au livre 2 sous la forme de préjugés moraux, c'est en effet à la critique de certains préjugés et de certaines illusions de la société industrielle post-révolutionnaire, la société moderne du temps de Nietzsche et aussi d'une autre, que ce troisième livre d'Aurore se consacre spécifiquement. Et il s'ouvre sur un appel urgent au non-conformisme pour lutter contre ce poids, cet atavisme des opinions illusoires. Je commencerai ici en donnant un bref aperçu de quelques-unes des illusions propres à la modernité que Nietzsche critique dans ce troisième livre et qui sont passées en revue de manière assez systématique, et en particulier au cœur de ce troisième livre, des paragraphes 173 à 189. Alors on a le travail, la sécurité, le commerce, les actualités, la coercition, l'État-providence, les guerres modernes, le parlementarisme, l'anarchisme, la mendicité, les businessmen, la grande politique et le nationalisme, et j'en passe. Tous les grands concepts socio-économiques et politiques de la modernité y passent, et même encore dans les paragraphes suivants, l'éducation, les Lumières ou l'argent, l'argent dont Nietzsche nous dit qu'il entraîne maintenant chez un homme selon ce qu'il en possède, la grandeur ou la petitesse du préjugé moral, donc vecteur d'illusion et de préjugés également. Autant de préjugés donc là qui règnent en maître chez les contemporains de Nietzsche et dont il cherche quant à lui à saper les fondements. Ainsi le paragraphe 183 par exemple renvoie dos à dos les vieux et les jeunes, c'est le titre du paragraphe, du fait de leurs illusions respectives au fond assez similaires. Je cite, on doit toujours avoir sur les choses l'opinion que commande son Excellence, dit l'opinion royaliste des pères. Il faut avoir sur ce point l'opinion qu'exige la situation du parti, répond l'opinion démocratique et parlementaire des fils. Tel serait l'énoncé du canon, commente Nietzsche, sceptique, qui observe derrière les changements de mode moral et politique de son temps une même logique conformiste.
Je rappelle, au début du livre, il appelait au non-conformisme. Même logique conformiste ici, que l'individu se soumette à l'opinion du gouvernement, du roi ou du parti, il ne renonce pas moins à penser par lui-même et demeure alors prisonnier des illusions du troupeau ou, pour parler dans les termes d'Aurore, des préjugés de la moralité des mœurs. Loin d'être plus individuelle et émancipatrice que la mentalité clanique de nos lointains ancêtres, la modernité post-révolutionnaire et censément libérale ne fait donc qu'inventer de nouveaux moyens d'enfermer les individus dans des modes de pensée rigides et indiscutables. En sont victimes non seulement, c'est évident, les travailleurs exploités, ceux qu'on use quotidiennement, écrit Nietzsche au paragraphe 178, les mendiants, au paragraphe 185, qui ne rentrent pas dans le cadre et tous les laissés pour compte de tout poil, mais encore ceux-là même qui incarnent le mieux les valeurs et la réussite moderne, tels les hommes d'affaires, au paragraphe 186, dont les affaires précisément, nous dit Nietzsche, sont le plus grand préjugé, et qui pour cette raison passent eux aussi à côté de leur vie en se tuant à la tâche et en poursuivant une illusion, l'illusion de leurs affaires, de leur business. Ce qui est le plus censé faire la fierté des modernes n'y échappe pas. Ainsi, les Lumières, auxquelles on a beaucoup reconduit le moment dit positiviste de Nietzsche, en s'appuyant sur la dédicace à Voltaire dans Humain trop humain ou sur le titre même d'Aurore, réminiscence des Lumières, mais dont il a aussi été montré à maintes reprises que Nietzsche trouve en réalité qu'elles ne vont pas assez loin, n'accomplissent pas ce qu'elles ont promis et bien souvent ne font que remplacer des illusions par d'autres ou en masquer d'anciennes sous de nouveaux noms, ainsi le progrès remplaçant la providence. De même qu'ils se moquent des demi-habiles qui eux-mêmes rient des superstitions du passé, mais pas d'eux-mêmes, il déclare encore à l'été 1881, au moment de la publication d'Aurore, je le cite, le fantasme politique qui me fait sourire, autant que mes contemporains sourient des fantasmes religieux des temps primitifs, toujours la même logique. Il reporte sur ses contemporains ce que eux reportent, critiquent sur le passé. Et ici, c'est avant tout la sécularisation, donc une de ces illusions modernes. Et dans ce troisième livre d'Aurore, au paragraphe 197, l'éloge des Lumières s'accompagne d'une critique sévère de l'un de ses plus grands représentants, Kant, ainsi que de ce que l'on tient ordinairement pour l'une de ses conséquences, conséquence des Lumières, la Grande Révolution, semblable aux grands événements d'Ainsi parlait Zarathustra et qui n'est que l'écume de ces Lumières dont Nietzsche déclare que, je le cite, nous devons aujourd'hui les faire progresser. Ce qui signifie que les Lumières existantes, alors qu'elles vantent le progrès, n'ont fait jusqu'ici que stagner ou ne sont pas allées assez loin du moins. Il retourne ainsi l'esprit des Lumières contre leurs lettres, les lettres de Kant, mais aussi celles de Rousseau, et contre l'action qu'elles ont exercée jusqu'ici, lesquelles n'ont pas remisé l'illusion dans les oubliettes de l'histoire, loin s'en faut. Dans l'avant-propos qu'il ajoutera ultérieurement à la seconde édition d'Aurore, Nietzsche consacre un paragraphe entier à cette question du siècle qui découle des Lumières, ce 19e siècle moderne, qu'il place sous le patronage de l'enthousiasme fanatique rousseauiste, kantien et robespierriste, dans lesquels nous pouvons reconnaître ces sentiments élevés, vecteurs d'illusions tenaces contre lesquels il nous a mis en garde. De Kant, il dit que, je cite, il ne nous a pas attirés, nous autres philosophes modernes, sur un terrain plus sûr ni moins trompeur que ses prédécesseurs. Il n'en va pas autrement de la science, qui était si souvent opposée à l'obscurantisme religieux dans le livre 1, avant tout pour des raisons de stratégie argumentative. Dans un posthume de l'hiver 80-81, Nietzsche note ainsi que l'état de l'humanité reste toujours très primitif et que, je cite encore, notre science actuelle manipule quelques préjugés comme si l'humanité devait éternellement rester d'accord sur eux. Et il ajoute, je tente, donc là s'attache à lui, je tente de deviner les préjugés fondamentaux de la science actuelle. Il a pu s'inspirer en cela de la conférence de Wilhelm Wundt sur la superstition dans la science, publiée en 1880, et à laquelle il faisait référence déjà à la fin 1879, dans laquelle l'auteur, Wundt, distingue les sciences qui sont de part en part superstitieuses, on parlerait aujourd'hui de fausses sciences ou de pseudosciences, des autres sciences plus sérieuses, mais dans lesquelles persistent malgré tout des résidus éparses de superstition. Donc il y en a dans les deux cas, dans tous les cas. Je voudrais finir cette deuxième partie sur deux points. Tout d'abord, souligner la part accrue de conformisme donc et de confort au sein des illusions de la modernité. Ça fait écho à ce que disait Fabien Gégoudez ce matin sur la question du confort dans l'éducation moderne. La quête de sécurité, de bonheur fade, est pour Nietzsche l'apanage d'une société nivelée aux aspirations mesquines et transformant tous ses membres en grains de sable. Tel est le portrait peu flatteur qui se dégage de l'analyse des illusions modernes dans ce troisième livre d'Aurore, dont j'ai pu montrer dans un article qu'il anticipait la figure du dernier homme dans Zarathustra. Ce que je voudrais souligner ici dans le prolongement de cette idée, c'est seulement qu'un degré supérieur semble être atteint avec les illusions de la modernité,
et avec la modernité elle-même comme illusion. Nous avons déjà vu que l'idée même de modernité était illusoire du fait de l'atavisme des illusions dont elle est en grande partie dépositaire, et qui remettent en question sa modernité même. Mais ce que nous constatons à présent, c'est que les illusions les plus modernes elles-mêmes contribuent au type spécifique d'illusion qu'est la modernité, et dont l'élan, l'accélération, le progrès apparent masquent en réalité qu'elle est un point d'arrêt. La modernité est une illusion sclérosante, qui se donne pour éternelle et dont on ne peut plus sortir. En effet, si cet ensemble d'illusions travaille à la fois à saper toute originalité et à maintenir les individus dans un cadre idéologique qui se donne comme le sommet, la fin de l'histoire, tour à tour par la coercition ou par les attraits d'un confort lénifiant dont nous n'avons plus envie de sortir, alors il représente le plus grand des dangers, un piège mortel. Combien l'homme a besoin d'illusions pour bien vivre, écrit Nietzsche, dès l'été 1880. Et on peut entrevoir ici un lien entre l'illusion et ce confort moderne dont il fait un portrait au vitriol dans Aurore. Nous sommes désormais prisonniers d'illusions dont nous ne voulons absolument pas sortir, que nous n'aspirons plus à dépasser, spécificité de la modernité qui n'est pas à son avantage. Pour autant, et ce sera mon dernier point ici de cette deuxième partie, Nietzsche semble envisager que c'est lorsque nous avons touché le fond que l'on peut remonter, et qu'un retournement peut advenir à partir du paroxysme de l'illusion. Dans une note posthume de l'automne 1880, il observe ainsi que, je cite, nous atteignons le maximum de notre déloyauté, et alors, je cite à nouveau, nous éprouvons dégoût de la satiété, de l'enivrement qu'entraînent les illusions, instinct de vérité. Que l'on puisse faire une lecture non pas seulement individuelle, mais bien civilisationnelle, culturelle de cette note, en prenant ce maximum de déloyauté comme le sommet historique censément atteint par la modernité et qui peut représenter un mouvement de bascule, cette idée s'atteste par le fait que Nietzsche reprendra un modèle de renversement analogue, bien connu, souvent commenté, dans l'avant-propos de la seconde édition d'Aurore, sous la forme de l'autodépassement de la morale. On pourrait parler ici d'autodépassement de l'illusion. Ce serait là la clé permettant de penser que nous soyons à la fois les derniers et les plus problématiques rejetons, dit-il, écrit-il dans cette préface, d'un mode de pensée fondé sur des croyances illusoires, mais qui, à partir d'elles, et en poussant la logique à son terme extrême, en se retournant contre elle, serait finalement en mesure de les surmonter. C'est ce que je voudrais essayer de voir à présent, dans le temps qu'il me reste. Troisième partie, un peu plus brève. N'hésite pas à m'interrompre ainsi, je le prendrai pas mal. Donc l'entreprise nietzschéenne de désillusion. La modernité de Nietzsche, au double sens du génitif, serait ainsi à la fois le comble de l'illusion dont elle hérite et qu'elle éternise, mais aussi grosse d'un potentiel de bascule inédit. C'est sur cette ligne de crête, ce moment de tous les dangers, que Nietzsche situe sa tâche philosophique. De même qu'il dépasse la morale par morale ou qu'il se retournera en décadent contre la décadence, nous assisterions dans Aurore à l'arrachement, à la fois douloureux et libérateur, de l'illusion sur la base de l'analyse circonstanciée de ces mécanismes. Mais aussi, et c'est le paradoxe que je place au cœur de cette dernière partie de mon propos, sur la base de la reconnaissance de son omniprésence à l'illusion, voire de son caractère indépassable. Dans ce rapport ambigu à l'illusion résiderait à la fois la modernité de Nietzsche et la spécificité de la science moderne elle-même. Commençons par un paragraphe assez énigmatique du livre 2 d'Aurore, le paragraphe 114, qui met en scène la lucidité propre à l'être souffrant. Il n'est pas inutile de rappeler que Nietzsche, lui-même profondément malade, réactive largement le thème de la médecine de la culture dans Aurore, lui qui y cherche les nouveaux médecins de l'âme au paragraphe 52, ceux qui seront capables de guérir non pas d'abord les maladies, mais avant tout l'imagination du malade, paragraphe 54, et surtout les maux et les remèdes imaginaires, c'est-à-dire précisément les illusions dont nous souffrons plus encore qu'elles ne nous font du bien. Une note en forme d'esquisse de préface pour Aurore indique ainsi à l'été 1880, je cite, je parlerai de la plus grave maladie de l'humanité et je vais montrer qu'elle est née de la lutte contre d'autres maladies, que le remède apparent a engendré à la longue des séquelles pires que le mal qu'il devait éliminer. Par conséquent, je pense qu'il n'est pas exagéré de lire également ce paragraphe 114 sur la lucidité du malade à l'aune de ce malade par excellence qu'est le moderne en général, et Nietzsche en particulier. Or, ce paragraphe nous indique, d'une part, que le malade se retrouve soudainement à part de ses semblables et jeté hors de tous ses devoirs et habitudes. Autrement dit, il échappe à tout ce qui peut faire le conformisme des biens portants dont j'ai parlé précédemment. Et d'autre part, Nietzsche écrit encore que cette situation d'exception le rend lucide, le désillusionne. Je cite, à supposer qu'il ait vécu jusque-là dans quelques dangereuses rêveries,
le suprême rappel à la réalité de la douleur, constitue le moyen de l'arracher à cette rêverie. Je cite encore, tout ce qu'il regarde désormais s'éclaire d'une nouvelle lumière, variation sur le thème des lumières, et euh, il repense avec mépris aux illusions les plus nobles et les plus chères dans lesquelles autrefois il se jouait de lui-même. Certes, le paragraphe s'achève sur l'idée d'une convalescence qui est réconciliée avec les illusions habituelles à l'état de santé. Au fond, quand on guérit, on retombe dans les mêmes illusions. Pour autant, ce que nous entrevoyons au croisement de ces textes, c'est bien la possibilité d'une désillusion, fût-elle temporaire, qui naît précisément de la maladie elle-même suscitée par l'excès d'illusion. Quel est alors le résultat de l'enquête nietzschéenne, de ce moderne malade de l'illusion, mais qui entrevoit ponctuellement la cause véritable du mal et la perspective d'y remédier? Je n'approfondirai pas ici les différents éléments de sa thérapeutique, de l'imagination et du sentiment, ni ses emprunts méthodologiques divers, de la pluralité des hypothèses épicuriennes à la suspension du jugement sceptique. Mais je me concentrerai plutôt sur un résultat étonnant de sa démarche. En effet, sa critique de nombreuses illusions ne l'a pas conduit à dévoiler une quelconque vérité, mais bien plutôt à tenter de repenser, à partir de l'automne 1880, la connaissance à partir de l'illusion, en quelque sorte de manière négative. On pense ici à l'épistémologie négative de Karl Popper, dont Pietro Gori a su montrer toutes les affinités avec la démarche nietzschéenne dans son Nietzsche's Pragmatism. Négatif s'entend ici en un triple sens. Tout d'abord, dans le prolongement de la thématique optique et spéculaire de la connaissance, qui lui fait parler notamment de perspective et de miroir, des miroirs bien souvent déformants, Nietzsche recourt également au vocabulaire photographique du négatif, pour désigner l'empreinte inversée que les choses laissent sur notre appareil sensoriel et cognitif, un peu comme sur l'image de l'affiche de cette journée d'études. Appliqué au cas spécifique de la cause et de l'effet, par exemple, Nietzsche indique que, je le cite, nous ne prenons conscience de l'un et de l'autre que sous la forme d'images négatives entre lesquelles il n'y a que succession. Puis il précise que cette négativité, ne nous donnant jamais accès à la réalité même, constitue donc une illusion. Je le cite, mais de même que l'identité de la chose dans le mouvement est une illusion, et donc que le mouvement que nous construisons est à chaque fois autre chose que la réalité, il met des guillemets, de même, cette figure construite et reconstituée de façon fantaisiste à partir de plusieurs impressions négatives reçues par nous est à chaque fois autre chose que la réalité. La ligne est claire, ce n'est pas la réalité mais son envers, son négatif, donc une illusion. Deuxièmement, négatif désigne aussi le fait que les choses ne sont pas nous. Négatif par rapport à nous. Je le cite encore, tout cela dans des posthumes de 1880. Nous ne connaissons que le côté négatif de toutes les choses actives, pour ainsi dire leur empreinte et leur impression sur nous, non l'essence de ces choses, mais seulement notre nature, avec certains obstacles et certaines limites. Donc par contraste. Double négativité ici qui fait que nous ne connaissons des choses, outre leur simple image négative, que ce fait qu'elles ne sont pas nous. Ce par quoi elles diffèrent de nous. Enfin, troisièmement, la négativité dans le processus de la connaissance tient aussi au progrès indirect et asymptotique qui peut se faire une fois que l'on a reconnu ce caractère foncièrement illusoire, car négatif, du matériau même de la connaissance. Plus ambivalent, Nietzsche parle parfois ici de chiffrement du réel, impliquant la possibilité d'un décryptage pour éviter l'aporie de l'illusion la plus complète. Ainsi, lorsqu'il note au sujet de notre connaissance que, je cite, ce n'est pas une apparence ni une illusion, cette fois-ci, mais une écriture chiffrée où s'exprime une chose inconnue. Précisons toutefois quand même que c'est ainsi que les choses nous sont dissimulées. Hésitant, il oscille ainsi entre un subjectivisme qui interdit toute sortie hors de l'illusion du sujet, et un progrès négatif qui prendrait son assise, son départ dans l'illusion, sur l'illusion, mais pour la retourner, la rectifier peu à peu, et peaufiner l'image de la réalité qui s'y trouve en quelque sorte encodée, encryptée. Je le cite encore, la plupart des vérités ne sont en fait que des vérités négatives. Là prend sa source tout le progrès de la connaissance. Il y reviendra plus explicitement encore à l'été 1881 lorsqu'il déclarera que, je cite, la connaissance présuppose l'erreur, précisant nous falsifions le réel état de fait, mais il serait impossible d'en savoir quoi que ce soit sans d'abord l'avoir falsifié. Étrange définition de la connaissance tout de même. Ainsi en effet, c'est lui toujours, ainsi en effet, chacune de nos connaissances est sans doute encore fausse. Mais ainsi il y a tout de même une représentation, et parmi les représentations d'Ereshef, quantité de degrés du faux. Formule absolument extraordinaire, des degrés du faux. Voilà la connaissance.
Le rôle de la science moderne, précisément, sera alors d'investiguer à fond, de cartographier ce vaste territoire du faux, pour connaître et reconnaître l'illusion, tout en sachant aussi qu'il est impossible d'y échapper complètement. Je le cite encore, établir les degrés du faux et la nécessité de l'erreur fondamentale en tant que condition de vie de l'être qui se représente les choses, voilà la tâche de la science. Dans mon livre consacré à Aurore et à la performativité de l'illusion, j'ai parlé en ce sens de double régime de l'illusion pour désigner le mouvement double par lequel Nietzsche, d'un côté, critique violemment un certain nombre de préjugés et d'illusions, et d'un autre côté aboutit à ce résultat paradoxal et déroutant que l'on ne sort jamais de l'illusion, d'une illusion fondamentale. Constat ultime de la modernité nietzschéenne qui conduit à repenser le statut même de l'illusion et de la vérité, mais n'interdit pas de concevoir une connaissance fondée précisément sur la juste appréhension de l'illusion et de ses degrés, de ses contours, ce qui est déjà une manière de dissiper un peu l'illusion. Pour conclure, j'évoquerai le fait que ce double régime de l'illusion entraîne aussi l'effort de Nietzsche pour concevoir de nouvelles fictions ou croyances, moins illusoires que les préjugés qu'il a critiqués dans Aurore, mais qu'il ne faudrait pas tenir pour autant pour des vérités au sens plein du terme. Essayé de montrer dans un article à paraître que la mort de Dieu, le surhomme et l'éternel retour font partie de ces fictions forgées par Nietzsche pour cristalliser la situation de la modernité à l'égard des illusions dépassées, des désillusions qu'elles ont entraînées, et du caractère indépassable de l'illusion que la science moderne ne peut plus ignorer. Vous voyez ce que Nietzsche dit par exemple de l'éternel retour à l'été 1881, je cite, par quelle proposition et quelle croyance, Glauben, s'exprime le mieux le tournant décisif, die entscheidende Wendung, la bascule de la modernité, lequel s'est produit par la prépondérance de l'esprit scientifique sur l'esprit religieux, imaginant les dieux. Donc notez bien un tournant moderne de l'esprit scientifique, mais qui n'aboutit pourtant qu'à une croyance. Belle leçon d'humilité de la part de Nietzsche, qui nous dit au fond que la modernité consiste à se défaire aussi de l'illusion de la vérité et à composer avec la faillibilité constitutive de notre intellect. Je vous remercie. Alors, pour les temps. Merci beaucoup, David. C'était vraiment euh, extrêmement riche comme présentation. Et pour avoir eu la chance de lire ton livre Aurore, la performativité des illusions, ce que tu nous proposes ici, et quand tu l'étales dans un livre, dans l'entièreté de ton livre, et dans une analyse complète d'Aurore, tu donnes vraiment un sens très beau. Et c'est une lecture d'Aurore qui m'a vraiment beaucoup marqué. Et donc de la retrouver en t'écoutant ici aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir et ça fait naître beaucoup de questions. Euh, Alors la première, c'est parce que tu t'en as parlé en dernier. Tu parlais du statut en quelque sorte de l'éternel retour comme étant une fiction chez Nietzsche. Je vais te poser une question un peu traditionnelle, mais quel est vraiment, toi, ton sentiment sur sur l'éternel retour? Est-ce que tu penses que c'est simplement une fiction qui a une portée culturelle pour Nietzsche? Ou est-ce que tu penses que tout le travail qu'il fait dans ses posthumes pour le fonder de manière scientifique, en quelque sorte, en se basant sur la science moderne, témoigne de plus qu'un outil, d'un statut qui serait plus qu'un outil culturel pour Nietzsche? Euh, j'en profite pour faire toute une série de questions. Tu répondras à celles qui te semblent pertinentes, mais euh, il y a une autre question que tu as commencé, enfin, une autre illusion que tu as commencé à mentionner, qui est celle de la causalité et qui m'intéresse moi tout particulièrement chez Nietzsche. J'ai l'impression que la causalité, provenant de l'illusion de la volonté, enfin de l'être humain comme doué de volonté, c'est presque l'illusion euh, euh, structurante, enfin l'illusion absolue, enfin si tant est que ça ait un sens, c'est-à-dire que c'est vraiment l'illusion qui serait presque la plus indépassable en quelque sorte, ou en tout cas moi je l'aperçois comme ça, et je me demande vraiment comment est-ce qu'on peut, euh, euh, alors ça sera au fil de génération, mais presque quelle expérience possible on pourrait faire nous maintenant d'une sortie de l'illusion, soit de la volonté, soit de la causalité, pour entraîner peut-être un changement culturel à long terme. Je ne sais pas si cette question fait sens pour toi, mais en tout cas, c'est une interrogation que j'ai. euh, et j'ai l'impression que ça s'inscrit un petit peu dans cette démarche que tu as. Non, je vais arrêter ici pour les questions, je te laisse répondre. Merci, merci pour ces questions. Alors, sur l'éternel retour comme fiction, les deux.
Est-ce que c'est scientifique ou éthique? À mon avis, les deux, et les tenants de l'interprétation éthique, je pense, minimisent trop rapidement le bagage scientifique, ne serait-ce que pour tout ce que le bagage scientifique qu'avait Nietzsche de la science de son temps apporte dans le sens du déterminisme et de la non-liberté. Et à partir du moment où on fait dans l'interprétation éthique de l'éternel retour, on met l'accent sur l'instant, le mouvement de bascule et de sélection qui va tout renouveler. Bah, on joue un jeu un peu facile par rapport à ça, par rapport à ce qui est une évidence aux yeux de Nietzsche, à savoir qu'on n'est pas un empire dans un empire et qu'on est aussi déterminé que le reste, et que bon, peut-être que l'instant peut représenter un mouvement de bascule, mais en tant que ce mouvement de bascule était prévisible, calculable et inscrit dans un ensemble de chaînes causales, donc on n'en sort pas, et ça c'est l'apport de la dimension scientifique que je minimise absolument pas, bon, qui a été très bien montré. Voilà, Nietzsche s'est vraiment documenté sur les sciences de son temps pour nourrir sa compréhension de l'éternel retour, et je pense que même si on veut en faire une lecture éthique, il faut pas faire l'impasse sur ce contenu scientifique. Donc moi, je me situe un peu entre les deux, et je dirais par rapport, le cœur de la question, c'est fiction ou science. Bah, en un sens, c'est ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est la même chose. La science, c'est une fiction plus solide, plus tenable, mieux étayée que d'autres. Mais voilà, dans les degrés du faux, ça se place un petit peu plus haut sur l'échelle. Mais ça reste une illusion. Donc je pense qu'il n'y a pas il y a pas de contradiction entre reconnaître tous les l'effort scientifique des lectures de Nietzsche et le statut malgré tout fictionnel, ou en tout cas la prudence avec laquelle Nietzsche va avancer tout ce qui peut faire le contenu de l'éternel retour. Ça, c'est pour la première question. Je sais pas, ça y répond. Oui, oui. Et alors pour la sortie de la causalité, je sais pas, là, pour le coup, je pense que ma réponse serait assez sceptique. Je sais pas si on peut en sortir. J'ai le sentiment que Nietzsche est en accord avec ce qu'il peut recevoir par je ne sais pas trop quel biais de Hume, mais aussi d'un grand nombre de ses contemporains. Il y a aussi peut-être une pique à Schopenhauer, ou un écho de Schopenhauer, hein. Le principe de causalité, c'est quelque chose de vraiment fondamental, et néanmoins bah, une illusion fondamentale, je dirais. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse en sortir. On a euh, tellement à ce point fondé notre représentation du monde sur ces catégories fondamentales que sont la causalité, mais aussi l'espace, le temps, la matière, que pour en sortir, bon courage. En tout cas, c'est pas moi qui m'y risquerai. Mais il me semble en tout cas que c'est assez évident pour Nietzsche, et je crois pas du tout que ce soit le seul en son temps. Je lisais dans le train hier en venant Weihinger, la philosophie du comme si. Bon, il fait un chapitre sur la causalité comme fiction, un chapitre sur l'atome comme fiction, un chapitre sur la matière comme fiction. On retrouve les mêmes. Weihinger, qui est un grand lecteur de Nietzsche, de Lange et de Kant. Tout ça fait partie de, enfin, voilà, cette suspicion à l'égard de la causalité, le fait que ce soit une projection de nos capacités cognitives pour mettre en ordre le donné des sensations. Ça tient presque du lieu commun scientifique en son temps. Je ne sais pas si on peut dépasser ça. Je me permets juste une toute petite relance parce que effectivement, je pense que c'est presque le seul apport qu'on peut distinguer de Hume dans la philosophie de Nietzsche, c'est sur cette question de la causalité. Et pour Hume, la causalité, c'est une habitude de l'individu. Et Nietzsche, dans un fragment posthume, le 282, je crois, des années 86, dit c'est pas l'habitude d'un individu, mais d'une espèce. Enfin, c'est l'habitude de l'espèce. Et en resituant l'illusion de la causalité dans une habitude de l'espèce, c'est presque comme la fierté de l'esprit dont on parlait ce matin. Il y a presque possiblement un renversement, enfin, ou en tout cas une déshabituation et une nouvelle illusion. C'est pour ça que je te posais la question. Je comprends. Mais bon. Je comprends. Je vois pas bien ce que pourrait représenter l'état émancipé d'un individu, d'un surhomme qui serait affranchi de l'illusion de la causalité. Je suis sans doute moi-même trop prisonnier, mais j'ai du mal à me le représenter. Mais ouais, je vois l'idée. Peut-être on pourrait creuser dans cette direction-là.
Merci beaucoup David pour cette magnifique lecture d'Aurore. Ça donne vraiment envie de se replonger dedans. C'était très fluide, ça coulait tout seul. C'était vraiment une très belle lecture d'Aurore. J'aurais juste une toute petite question, une remarque sur le passage que j'avais oublié, la connaissance comme les degrés du faux. J'ai l'impression que c'est pas si négatif que ça y paraît. Parce que moi, je le rapproche d'un autre passage, je crois que c'est une forge tout feu, je sais pas si c'est d'Aurore, de, je pense si c'est pas un peu plus tardif, où il dit qu'il n'y a pas de vérité, mais que des erreurs de moins en moins grossières. Et en fait, je suis pas sûr que ce faux-là soit considéré comme une imposture, comme un pseudo. C'est Non, plutôt une non, non, approximation. c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas Hmm. ce que je voulais dire. En effet, tu fais bien de me permettre de préciser. C'est pas négatif au sens péjoratif du terme, au sens où ça n'arrive que dans un second temps par le retravail d'une erreur première. Négatif par rapport à l'erreur première. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Par contraste, il y a d'abord une erreur première et puis un affinement qui donne ces erreurs moins grossières, etc. Mais je comprends pas ce texte non plus de manière négative au sens péjoratif du terme. Merci. Alors, j'ai une autre question très égoïste. C'est à propos de l'équi. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il l'a lu? Et s'il l'a relu? Oh, ben non, si je sais pas, c'est pas grave. Là, tu m'en demandes beaucoup. Il l'a lu, enfin, ça dépend quoi déjà, parce qu'il y en a plusieurs. Mais il l'a lu en 1880. Enfin, c'est certain il y a une présence de Lecky sous la plume de Nietzsche en 1880-81 à l'époque d'Aurore. C'est absolument certain. Et même d'autres livres de Lecky, hein, son livre sur le méthodisme, il y a une citation, il y a des citations presque, voilà, le Nietzsche Commentar et l'appareil critique de l'édition Colli Montinari donne déjà un certain nombre d'éléments, hein. Il y a des citations manifestes de Lecky dans Aurore ou dans les posthumes de l'époque. Après, à quel point on peut remonter en amont pour la lecture de certains livres, il y en a qui, je me souviens plus lesquels, mais il y en a qui paraissent en 79, donc on peut pas remonter très loin. Mais je me demande si l'histoire des Lumières elle date pas de 73, donc là peut-être qu'en amont il aurait déjà fait une lecture. J'ai plus en tête les dates précises et les dates d'achat et tout ça. Et pour une relecture ultérieure, je sais encore moins, mais en tout cas, je sais qu'il se passe quelque chose en 1880. Merci. Alors, j'aurais une question, c'est sur les lumières. Euh, je formule la question d'abord, puis je vais préciser, c'est est-ce que tu penses vraiment que pour lui, enfin du moins pour le Nietzsche d'Aurore, Kant est un penseur des Lumières? Parce que, est-ce que, moi j'ai l'impression que, alors c'est peut-être plus tardif chez lui, qu'il y a deux types de penseurs de cette époque. Il y a des penseurs qui sont finalement des penseurs qui l'associent à la révolution, à cet égalitarisme. Il y a, donc là, je parlais de Robespierre, qui l'associe au fanatisme, il y a Rousseau et il y a Kant, qui l'associent vraiment à la révolution. Et pour lui, plus tard, les penseurs des Lumières, vu dans un sens positif de lutte contre l'obscurantisme, ça serait plutôt Voltaire. Je crois qu'il évoque la maîtrise à un moment. Et aussi, de manière très curieuse, dans Parle bien le mal, il évoque l'empereur Frédéric II comme un sceptique des Lumières. Et je dis ça parce que euh, dans la préface d'Aurore, alors c'est problématique parce que la préface n'est pas de 1880, elle est de 1886. Euh, il présente Kant, j'ai retrouvé le texte, il présente Kant vraiment comme où il dit qu'en gros, il se vit obligé de poser un monde indémontrable pour faire place à son royaume moral. C'est précisément pour ça qu'il avait besoin de sa critique de la raison pure. Autrement dit, il a écrit la critique de la raison pure que pour faire la place à la À la critique, deuxième à la critique. deuxième critique. Ouais. Donc ça, c'est pas du tout compatible avec un Kant des Lumières. C'est plutôt le Kant obscurantiste qui ruse pour Oui. rétablir l'idéal moral. Mais en même temps, c'est un texte de 86. Donc est-ce que... Ben, je dirais qu'il range Kant dans les Lumières quand il fait la critique des Lumières. C'est ça qui fait dans Aurore. Et effectivement, dans L'humain trop humain, c'est Voltaire, ou ça pourrait être la maîtrise, voilà, c'est d'autres Lumières. Mais oui, je dirais qu'il range Kant dans ces Lumières dont il fait la critique et dont il dit qu'au fond, elles tiennent de l'imposture à certains égards. Tu vois ce que je veux dire? Oui, merci.
Oui, 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 merci. Non, non. Euh, Oui, oui, si, on m'entend. oui, ça marche. Oui, merci pour cette intervention. Et il y a plein de questions que ça soulève. Je me contenterai de deux, enfin, disons, une et demie, parce que la deuxième n'appelle pas de réponse envisageable. Mais la première, c'est comme tu t'es concentré sur Aurore et sur le problème de la sédimentation des illusions qui deviennent du coup pour nous des évidences ou des semi-évidences, tu ne vas pas jusqu'à l'étape suivante qui est celle du gai savoir et qui permet un enracinement d'une autre nature. Parce qu'à ce moment-là, Nietzsche aborde la question de l'incorporation, Einverleibung, hein, des valeurs qui accusent, soulignent, renforcent, aggravent euh, le diagnostic que tu fais sur le caractère indéracinable des illusions, puisqu'elles sont incorporées. C'est-à-dire que nous n'avons même plus le choix d'une sorte de lucidité. Il faut une lucidité d'un autre ordre pour aborder les questions, alors vraiment psychosomatiques, qui nous permettent de voir en quoi, dans notre propre corps, les illusions ont fait leur travail. Et pourquoi notre propre corps devient le support actif de la prorogation des illusions. Et la deuxième question, elle est liée à celle-là, évidemment, c'est comment se fait-il que le corps souffrant, que la souffrance, euh, puisse produire de la lucidité. Ça, c'est une question très, très comment dire, insidieuse. Voilà. Merci pour la question insidieuse. Sur la première question, oui, oui, c'est tout à fait vrai. Je dirais que de manière significative, la fin de mon propos débordait sur des notes de 1881, fin 81, et sur l'Éternel Retour. Et voilà, ça déborde sur la suite immédiate. Et en fait, moi, j'ai vraiment bon, je tends à me concentrer sur Aurore depuis quelques temps. Bon, c'est un biais de regard, mais j'ai en même temps le sentiment vraiment d'une profonde continuité ponctuée, marquée par la publication d'œuvres, en l'occurrence Aurore, mais ça vaut pour d'autres. Et en fait, à la fin de la période de gestation d'Aurore, on a déjà un pied dans la suite, et voilà, et ça s'enchaîne. Pour ce qui est de la notion d'incorporation, oui, le terme relève plutôt de la sphère de l'époque du gai savoir. Bon, l'idée, elle est déjà là, elle est déjà en germe dans Aurore. Et quand il dit par exemple que nous devons d'abord apprendre enfin, umfühlen, apprendre à sentir différemment, désapprendre notre manière de sentir pour en réapprendre une autre afin de pouvoir peut-être plus tard, dans très longtemps, zu lernen, désapprendre hein, d'un point de vue cognitif. Bon, c'est déjà la logique de l'incorporation et de la réincorporation de nouvelles valeurs qui est en jeu. Mais c'est vrai que le terme n'intervient qu'après et s'inscrit pleinement dans la logique des réflexions d'Aurore. Et pourquoi le corps souffrant produit de la lucidité? C'est une question d'autant plus insidieuse que ce paragraphe, pour le coup, le paragraphe 114, il m'a vraiment toujours beaucoup interpellé. Je le comprends pas. Enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je me suis beaucoup démené avec ce paragraphe parce que c'est quand même, bon, c'est peut-être aussi un prisme de lecture, mais j'ai cherché l'illusion partout dans Aurore. Je l'ai trouvé vraiment à beaucoup d'endroits. Et dans ce paragraphe, non, il nous dit vraiment que le malade est lucide. C'est presque la seule occurrence d'une forme de lucidité dans Aurore, ce qui est quand même très, très déroutant. La seule manière que j'ai de le lire, c'est que bah, ça-
le réel, c'est ce dans quoi on se cogne, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où ça fait mal, ça décile. On peut plus s'aveugler, on peut plus persister dans dans la même illusion au moment où ça nous fait mal, quoi, au moment où ça nous fait le plus mal. On est obligé de voir la réalité en face. C'est comme ça que je le comprends. Mais ce texte, il est très riche, très dense et très complexe. Et je pense il reçoit plus d'une interprétation. Merci. Et merci pour l'intervention. Je vais poser une question, mais je ne connais pas du tout l'œuvre de Nietzsche, donc je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Et dans la première intervention, vous avez parlé, nous avons inversé notre méthode, et vous avez insisté sur le terme inversé. Et au début de votre intervention, vous avez dit, il nous faut briser l'aiguillon de l'illusion. Et dans les deux cas, il y a une sorte de rhétorique de la conversion, de la métanoïa, de quelque chose qui renverserait l'être et la conception du monde. Euh, Cependant, notamment dans tout l'exposé sur les illusions et notamment à travers la dernière intervention, on comprend qu'il y a quand même un pessimisme qui se développe et cette inversion, elle semble, à ce qu'il semblerait, dans l'évolution de sa pensée, impossible. Donc ma question, elle est un peu simple, c'est où se situe dans la pensée de Nietzsche, Nietzsche lui-même? C'est-à-dire si la conversion est le fondement de la philosophie, du philosophé, disons, euh, où se trouve cette conversion, ce renversement dans sa propre pensée du monde? Euh, je ne sais pas, dans l'éternel retour, où est ce retournement? Je ne sais pas si c'est clair. Un peu. Je sais pas si ça l'est complètement pour moi, mais c'est pas de votre fait, mais c'est une question très difficile. C'est une question très difficile. Je saurais pas trop comment y répondre, si ce n'est en disant que il se tient sur une ligne de crête. Et effectivement, peut-être que c'est la quadrature du cercle, mais il, il s'efforce de percer des mystères tout en sachant, au fond, tout en reconnaissant en permanence que ça n'est pas possible ou que ce faisant, il succombe encore à une vieille idole, à une vieille illusion. Mais en même temps, il cherche. Je dirais que peut-être on peut le concilier les deux sous la forme d'une pensée à la limite. Il pousse à l'extrême quelque chose, mais il sait que c'est un geste qui n'aboutira jamais pleinement. Je vois pas bien comment répondre mieux que ça, sauf à dire que bon, il y a une grosse contradiction, mais je crois pas que ce soit le cas. Je pense vraiment qu'il voit la tâche du penseur comme une tâche impossible, mais noble quand même, et susceptible d'avancer par degrés, mais non pas d'une bascule. Voilà, il y aura pas d'épiphanie où on va découvrir le sens de l'être. Ça, je pense qu'il pense pas ça du tout. Je sais pas si ça répond à votre question. Après, il y a le vocabulaire de la conversion, il est présent, hein. Il est de manière assez étonnante, quoi, parce qu'au paragraphe 68 d'Aurore, il fait quand même un portrait d'une violence rare de l'apôtre Paul, et en particulier de sa conversion sur le chemin de Damas. Et puis plus tard, il dira que la pensée de l'éternel retour lui est tombée dessus, et il décrit la même chose. Donc c'est quand même très, très... Hmm. Oui, oui. Mais là, c'est du côté d'Ado, des interprétations de Pierre Ado, de, de Nietzsche à la lumière des antiques. Je pense qu'il faut aller chercher des éléments comme ça de conversion de l'âme et même d'ailleurs pour ce qu'on disait tout à l'heure de la pensée cosmique, Ado dit des choses vraiment très, très pertinentes de ce point de vue-là. Et ouais, je pense il y a de ça chez Nietzsche. Si je peux faire une réponse, pour le coup, sur la dernière partie de la philosophie Nietzsche, plutôt dans les dernières années, je dirais que l'inversion, elle est justement dans le corps de Nietzsche.
l'inversion, la réponse, quelque part, elle est donnée dans Ecce Homo, quand il dit pourquoi je suis si sage, pourquoi je suis si malin, pourquoi j'écris de si bons livres, pourquoi je suis un destin. Il explique pourquoi c'est lui qui a porté ce message de l'inversion des valeurs. Et on a l'impression que Ecce Homo, le jeu, j'aime souvent dire que le jeu d'Ecce Homo, c'est pas du tout évident de savoir ce que c'est. On a un peu l'impression que c'est un corps cosmique. Cette inversion s'est produite sur son corps et il dit qu'il y est arrivé grâce à l'expérience justement de la maladie qui l'a rendu plus lucide. Nietzsche était très malade et il a cette phrase magnifique dans Ecce Homo où il dit Die Krankheit erst brachte mich zur Vernunft. La maladie seule m'a amené à la raison. Et il y a pas, je n'aurais pas été raisonnable. La raison ne préexiste pas à l'expérience de la maladie. On ne peut devenir raisonnable que si on a été malade et qu'on a vaincu cette maladie. Est-ce qu'il y a une autre question? Isabelle? Merci à tous pour vos exposés. Je vais faire peut-être une question sous forme de remarque, justement liée au possible retournement de désillusion une fois arrivé à son tréfonds et à la modernité je dirais même à la post-modernité très malade, malade par excellence. Justement, je crois, par son rejet de la souffrance. Alors non pas que je pense que la souffrance en tant qu'ascétisme soit le remède pour recouvrer la lucidité, mais peut-être parce que le confort des habitudes induit de la maladie et qu'il y a quelque chose de l'ordre du laisser-aller que Nietzsche déteste, qui accompagne les illusions. Et je pense que la souffrance, en fait, oblige à interroger les habitudes et vient bousculer, aiguillonner la sédimentation des illusions. Oui, merci, merci pour ces remarques. Effectivement, je saurais pas mieux dire. Je suis content que la question ait émergé de mes remarques parce qu'au fond, tu l'as dit mieux que j'ai réussi à le faire, mais c'est ce que je cherchais à instiller avec mes remarques sur le confort, etc. Oui, il y a effectivement quelque chose de ça. D'ailleurs, tu parles de postmodernité. Je voulais terminer, si j'avais eu le temps, j'aurais terminé par un petit excursus sur Baudrillard et Écho à partir de Wagner et de la boursouflure, une certaine modalité d'illusion spécifiquement postmoderne qui est l'illusion par excès. On en veut toujours plus, toujours trop, etc. Je pense que Nietzsche a bien eu l'intuition de ça et oui, enfin, il y a beaucoup d'éléments de son diagnostic qui valent dans un contexte postmoderne, voire qui sont radicalisés, qui sont portés à l'extrême. Donc, j'ai pas grand-chose à dire en réponse à ce que tu viens de dire, à part que oui, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette présentation. Encore une fois, merci David. Merci beaucoup. Merci.